On va maintenant se refocaliser sur l'exemple français avec José Puig. Faut dire Puig parce qu'ici, on est en Catalogne. Donc ce soir, si vous voulez sortir et dire ce mot-là, c'est Puig. Et pas Puig, pas tout ce qu'on veut, mais José Puig. Voilà. Le catalan est, comme l'anglais, une langue avec une des grandes différences entre l'écrit et l'oral. Pour mieux, petit cours rapide. Voilà. Et il n'y a qu'ici qu'on sait bien prononcer mon nom. On peut le dire. Voilà. Ouais, tout à fait. Merci pour cette introduction un peu couleur locale, mais je ne vais pas me présenter aux élections en Catalogne. On dit ça et puis après on peut changer d'avis. Hein. Ouais. Pour faire la traduction, c'est pas vraiment une traduction, mais j'ai envie de rebondir sur 2 ou 3 choses que Serge a dit tout à l'heure ou à l'instant. D'abord, il y a un point sur lequel je ne suis absolument pas d'accord avec lui, mais autant que vous le sachiez tout de suite, c'est que je pense que la question de l'éducation inclusive est une question éminemment politique. Je pense que ça n'est pas du tout, comme beaucoup d'hommes politiques essayent de le faire croire, une question apolitique, transpolitique, etc. Je pense que, ne serait-ce que ce que tu as dit après, le périmètre qu'on fixe pour orienter les politiques d'éducation inclusive, en soi, est déjà un choix politique. Si on dit l'éducation inclusive, ça concerne uniquement les enfants qui sont reconnus handicapés par un diagnostic médical, ça n'est pas la même chose que si on dit l'école inclusive, c'est une école qui accueille tous les enfants, quelle que soit leur origine culturelle, quelle que soit leur... même s'ils viennent de familles pauvres, etc., et que le but, c'est de leur permettre de réparer ces inégalités. Donc, là, vraiment, on pourra en discuter longtemps, mais je pense que c'est vraiment un problème politique. Et du coup, on s'aperçoit aussi que même s'il y a une continuité, effectivement, en France, entre les ministres qui se sont succédés depuis un certain nombre de décennies sur ces sujets, il y a quand même des petites inflexions. Je vais prendre un exemple récent. La loi d'orientation sur la refondation de l'école de 2013 a inscrit le terme inclusion scolaire dans le Code de l'éducation, en ne définissant pas les catégories des enfants qui justifient cette inclusion. Aujourd'hui, on est dans une logique qui, de façon très déterminée, plaide pour l'inclusion d'enfants ayant des handicaps ou des difficultés d'apprentissage, mais on parle beaucoup moins des autres. Donc, si vous voulez, de façon plus ou moins implicite, plus ou moins explicite, je crois qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont très politiques dans la façon dont on en parle et dans les choix qui sont faits et qui se traduisent, comme toujours en politique, par des choix budgétaires. On divise le nombre l'effectif des classes au cours préparatoire, ce qui est très bien, mais on ne fait toujours pas comme fait l'Italie depuis 40 ans, c'est-à-dire prendre en compte la présence des enfants handicapés dans les classes pour revoir l'effectif maximum de ces classes. Sur la Convention des Nations Unies, il y a quand même un article qui parle d'éducation inclusive, c'est l'article 24, et qui introduit un certain nombre de notions qui sont très importantes, notamment qui étend au champ de l'éducation la notion d'aménagement raisonnable, qui renvoie aussi à ce que tu as dit sur le Québec. Mais c'est très important parce que la France, comme tous les pays d'Europe et comme l'Union européenne, a ratifié la Convention des Nations Unies et qui a un suivi par le Comité des Nations Unies. La France se fait taper sur les doigts régulièrement et tout récemment encore parce que le déclaratif des gouvernements n'est pas tout à fait accompagné des réalisations qui correspondent à ces ambitions. Je ne m'attarde pas et après j'arrête mon bavardage. Voilà. Le dernier point sur les comparaisons internationales, c'est vrai que c'est très difficile de faire des palmarès, dire l'Italie est un pays formidable, que tout le monde fasse comme l'Italie, ou la Belgique est un pays épouvantable parce que c'est là où il y a encore le plus d'enfants qui sont placés dans des institutions. On en voit même des enfants français en Belgique. C'est idiot de raisonner de cette façon un peu primitive sur les comparaisons. En revanche, ce qui est très intéressant, et c'est ce que les chiffres de l'agence peuvent permettre de faire, c'est de prendre en compte des éléments de contexte. Serge a insisté beaucoup sur les contextes culturels, religieux, etc. Mais il y a aussi l'organisation administrative du système éducatif, son ancienneté, ses traditions scolaires, qui ne pèsent pas de la même façon dans tous les pays. Le fait que le système scolaire soit très centralisé, comme en France
ou pas du tout comme dans certains pays, a aussi de très grands effets. Par exemple, en Suisse, chaque canton a sa politique d'inclusion scolaire et du coup, elles sont très diverses d'un canton à l'autre. Hein. En Allemagne également, c'est pas une compétence de l'État fédéral, c'est une compétence des Länder. Voilà. Donc, et on l'a vu au Royaume-Uni aussi, les écarts qui apparaissaient sur le graphique entre l'Angleterre et l'Écosse, par exemple, montrent bien que c'est très difficile de comparer. Il faut expliquer toujours la comparaison et plutôt essayer de comprendre pourquoi ça marche, telle chose marche à tel endroit. Mais en Suède, par exemple, il n'y a pas d'établissement spécialisé. En revanche, il y a des dispositifs qui sont, grâce à une flexibilité du système éducatif, qui sont imaginés immédiatement dans les écoles dès qu'il y a des enfants avec des besoins particuliers qui sont repérés. Voilà, j'arrête et je passe au sujet pour lequel on m'a fait venir, et je vous remercie de m'avoir invité, qui concerne la formation des acteurs de l'inclusion. Donc, une introduction sur laquelle je passerai très vite parce que ça reprend des choses que Serge Thomazet a déjà présentées très, très complètement ce matin sur l'accessibilité et la compensation. La question des enseignants spécialisés, là aussi une tradition française. D'une manière générale, on s'aperçoit que les pays qui sont les plus en difficulté pour prendre ce qu'on appelle le virage inclusif sont les pays dans lesquels s'était structuré historiquement un système d'éducation spéciale qui, à l'époque, était très en avance, mais qui aujourd'hui devient un élément de blocage, de frein, parce qu'il faut défaire un système institutionnel pour passer à l'étape inclusive. Donc ça vaut, par exemple, pour des pays africains, hein, qui peuvent... nous, on a un programme de coopération avec, c'est pas l'Afrique, mais c'est aussi des traditions qui ressemblent un petit peu au niveau de la représentation avec la République d'Haïti. En Haïti, le système scolaire est lui-même très peu institutionnalisé, mais l'éducation spéciale encore moins. Donc du coup, la constitution progressive d'une école organisée avec des systèmes standards du premier, du second degré, etc., permet de prendre en compte la logique de l'inclusion parce qu'on n'a pas à défaire des institutions spécialisées. Mais c'est vrai aussi pour certains pays d'Europe, l'Espagne ou le Portugal, qui avaient des systèmes de protection sociale qui étaient moins développés que la France au cours des années 60 et 70, ont pu, beaucoup plus rapidement que la France, par exemple, aller vers des normes et des organisations qui favorisent l'inclusion des enfants handicapés, enfin la participation effective des enfants handicapés au système scolaire ordinaire. Donc, voilà, bon. Alors, accessibilité et compensation, je repars de la définition du handicap qui est dans la loi de 2005. Donc, c'est une définition qui n'est pas géniale, hein, qui est une sorte de mi-chemin entre une définition qui reste biomédicale et qui met l'accent sur des facteurs individuels et une définition qui est plutôt environnementale, qui renvoie à la classification du fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé. Et la France fait un peu la moitié du chemin. Donc, dans la phrase, là, ce qui apparaît en bleu, c'est ce qui a trait toujours aux facteurs biomédicaux individuels. Et ce qui apparaît en vert, mais on ne voit pas bien les couleurs, c'est-à-dire le haut de la phrase, c'est les facteurs environnementaux, limitation d'activité, restriction de la participation à la vie en société, etc. Donc on a gardé un petit peu les deux, et c'est un peu une tradition française. En France, on ne jette rien, on ajoute des nouveaux dispositifs, on ajoute des nouvelles définitions, si bien que au bout d'un moment, ça fait un peu accumulation. C'est cette idée de millefeuille, etc. Les réformes de l'éducation, on connaît ça aussi depuis des décennies. On empile les choses les unes sur les autres. Et puis, comme ça, si les dernières nouveautés ne marchent pas, on a toujours les autres qui restent disponibles sous la main. Alors, pour répondre aux problématiques qui sont liées aux défauts de l'environnement, la réponse, c'est l'accessibilité, au sens le plus large du terme, c'est-à-dire les plans inclinés physiques, les plans inclinés pédagogiques dont parle Charles Gardou. Et pour répondre aux problématiques individuelles, c'est la compensation. Et je vais vous montrer des petits dessins qui illustrent de façon très bébête la différence entre les deux. Quand on a un obstacle dans l'environnement, si on casse le mur qui empêche de continuer sa route, on rend le passage accessible. Donc, on rétablit l'égalité, tout le monde peut passer à travers cet obstacle.
et la liberté de circuler aussi, puisqu'en fait la restriction de participation est une restriction de liberté pour les personnes. Donc, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que lorsqu'on rend un environnement accessible, et penser que ça peut s'appliquer à l'environnement pédagogique, il le reste une fois que l'effort de mise en accessibilité a été fait, et il l'est pour tout le monde. Donc ça a peut-être coûté un peu cher de casser le mur, mais une fois que le mur est cassé, le passage est libre pour tout le monde. Inversement, la compensation, on est dans la même situation, il y a un obstacle, on n'enlève pas l'obstacle, mais on va aider la personne à le franchir, c'est l'aide humaine, ou on va l'équiper d'un matériel qui va lui permettre de franchir le mur. Donc, dans les deux cas, le résultat est quand même atteint, la personne a franchi le mur, mais au terme de l'opération, le mur reste en place et il faut à nouveau mobiliser des moyens de compensation individuels, techniques ou humains, pour aider une autre personne à franchir l'obstacle. Donc voilà quelle est la différence entre la logique de la compensation et la logique de l'accessibilité. On peut équiper les enfants de tout un tas de matériel qui va leur permettre de compenser le fait qu'ils entendent mal, qu'ils voient mal, qu'ils se déplacent avec difficulté, qui raisonnent avec lenteur, etc. Enfin, on n'a pas forcément des outils pour tout, mais c'est des solutions qui restent individuelles, qui restent momentanées, qui permettent de résoudre un problème et qu'il faut renouveler à certains moments. Donc, du coup, ça a des conséquences aussi, et on le voit depuis la loi de 2005, qui a été véritablement une loi centrée sur le droit à la compensation, alors que l'accessibilité, qui est le deuxième grand chapitre de la loi de 2005, n'a pas entraîné un droit qui a la même consistance. Il n'y a pas de droit individuel à l'accessibilité, il y a une obligation générale, mais qui n'a cessé, monsieur le sénateur, excusez-moi, d'être démontée petit bout par petit bout par le Parlement depuis 2005. On a changé le calendrier, on a créé des dérogations, etc., etc. Et encore tout récemment, il y a eu un certain nombre de péripéties autour d'une loi sur les logements accessibles, sur lesquels je ne reviendrai pas. Donc, je résume, accessibilité ou compensation. Évidemment, c'est un mélange des deux qui va permettre à l'école de devenir plus inclusive, mais évidemment, si on peut plutôt travailler sur l'accessibilité, c'est coûteux, ça demande un investissement plus important, c'est plus complexe parfois, mais c'est une solution qui va avoir l'avantage d'être une solution collective et d'être une solution pérenne. Mais elle est contournable, on le voit bien avec les dispenses, par exemple, qui sont accordées aux établissements recevant du public pour différer l'obligation de réaliser les aménagements pour les rendre accessibles. À l'inverse, à cause de la loi de 2005, le droit à compensation, lui, est incontournable. Et il y a un grand nombre de recours contentieux devant les tribunaux des individus qui contestent les décisions des commissions départementales qui ne leur attribuent pas les moyens de compensation qu'ils demandent. Mais c'est des solutions qui sont individuelles, qui sont stigmatisantes, parce que si tous les élèves de la classe ont un ordinateur, il n'y a pas de différence entre les élèves, mais si seul l'élève handicapé a un ordinateur, il est désigné au regard des autres comme un élève qui a quelque chose de différent des autres, etc. Et il peut devenir, on le voit aujourd'hui, un peu inégalitaire, dans la mesure où la compensation s'inscrit aussi dans une logique de marché, et les personnes handicapées qui ont des moyens d'aller au-delà du minimum légal qui leur est attribué par les commissions, peuvent acquérir sur le marché, dans le secteur marchand, des moyens de compensation supplémentaires. Et enfin, c'est des outils qui ne rendent pas l'environnement accessible, donc qui sont éphémères. Une fois que l'élève, avec son système particulier de traitement de l'information pédagogique, a quitté la classe, l'information reste inaccessible. Le virage inclusif s'inscrit dans la logique de la Convention des Nations Unies, qui a été véritablement le texte fondateur pour cette espèce de logique des convergences sur la reconnaissance des droits des personnes handicapées. C'est très important de souligner qu'il s'agit, à partir de ces années-là,
même si la loi de 2005 est après. La loi de 2005 s'est inspirée des travaux préparatoires à la Convention des Nations Unies qui avait commencé bien avant 2006, par exemple la déclaration de Salamanque. Mais c'est cette entrée par les droits. Et le droit à l'éducation qui a été inscrit dans la loi de 2005 et à la scolarisation à la loi de 2005 et le développement de l'école inclusive dans la loi de 2013 montre bien que cette fois-ci on est entré par cette logique de droit, des droits humains. Et non plus par une sorte d'avatar de la charité chrétienne ou je ne sais pas quoi, qui consistait en gros à dire il ne faut pas exclure les handicapés, il faut être gentil avec eux, etc. Là, on est dans une logique de revendication des droits humains qui s'inscrit dans un mouvement de revendication des droits pour des minorités. C'est des choses qui ont commencé aux États-Unis dans la deuxième partie du XXe siècle, les minorités ethniques, les femmes, les homosexuels, etc. Et c'est dans cette logique-là que la revendication des droits humains des personnes handicapées s'inscrit, et le droit à l'éducation reconnu par les Nations Unies, relayé par les organismes dont Serge a parlé, l'UNESCO, l'UNICEF, etc., s'inscrit. La loi de 2005, je n'y reviens pas, son titre est tout un programme. La loi d'orientation pour la refondation de l'école de la République et un courant de désinstitutionnalisation qui a été amorcé notamment par une recommandation du Conseil de l'Europe de 2010, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, parce que 2010, on était une vingtaine d'années après le début de la chute du mur de Berlin et du bloc des pays sous influence soviétique, et on a découvert dans tous ces pays qui venaient d'entrer un peu rapidement dans l'Union européenne, qu'il existait un système institutionnel extrêmement rigide, avec des grosses institutions qu'on appelle des orphelinats, dans lesquels on trouve des enfants qui sont à la fois des enfants en difficulté sociale, des enfants handicapés, ou parfois des choses qui ressemblent à des maisons de correction qu'on avait au début du XXe siècle, etc. Et que pour accélérer un peu le processus de convergence des logiques européennes, puisque l'Europe a ratifié la Convention des Nations Unies, le Conseil de l'Europe a fait une recommandation en demandant aux États d'adopter des mesures pour désinstitutionnaliser la prise en charge des jeunes handicapés. Et là où ça a provoqué un certain nombre de débats dans tous les pays européens, c'est parce que le placement des enfants handicapés a été considéré comme une atteinte aux droits de l'enfant. Donc c'était une violation de la liberté que de placer, malgré eux ou avec des procédures qui semblaient être un petit peu autoritaires, des enfants dans des institutions spécialisées en les excluant en fait du circuit de scolarisation ordinaire. Et puis, une toute récente recommandation du Conseil de l'Union européenne de mai 2018 qui remet une sorte d'accent sur le principe d'une éducation inclusive, mais qui ne choisit pas la catégorie de public qu'elle veut inclure, une éducation qui soit réellement inclusive pour tous les publics en danger d'exclusion, et qui finalement remet les choses un petit peu à un niveau très basique, qui dit l'inclusion, c'est le contraire de l'exclusion. Tous les enfants qui aujourd'hui sont exclus ou sont en danger d'être exclus du système scolaire méritent qu'on prévienne cette exclusion par l'élaboration de dispositifs et de stratégies politiques inclusives. J'avance. Alors, en France, on a créé les premiers structures scolaires spécialisées par une loi qui a été votée en mars 1909. Et cette loi a, en même temps, créé les premiers enseignants spécialisés. Elle a dit si la République doit scolariser, on est peu de temps après les lois scolaires, l'obligation scolaire. Et c'était embêtant de considérer que certains élèves étaient exclus de l'école, soit parce qu'ils étaient pris en charge dans les hospices d'enfants, et certains militants qui travaillaient dans les hospices, comme un médecin aliéniste qui s'appelle Bourneville ou un pédagogue qui s'appelait Séguin, ont milité pour que ces enfants, c'est des hommes de gauche, des républicains convaincus, que ces enfants rentrent dans l'école républicaine. Et inversement, les syndicats d'enseignants ont commencé à s'inquiéter
d'élèves qui perturbaient la classe, qui n'avaient pas le niveau et ne voulaient pas les exclure puisque ça n'était pas conforme à l'idéal républicain, mais il fallait leur trouver une solution pour les garder dans l'institution scolaire tout en les traitant séparément des autres élèves. Et ça a été la création des classes et écoles de perfectionnement et la première institution des enseignants spécialisés à qui on donne une formation complémentaire et une rémunération complémentaire, comme si ce travail était un travail qui demandait à être encore davantage motivé que celui que vous rappeliez tout à l'heure, monsieur, de tous les enseignants qui sont, paraît-il, un peu moins bien socialement considérés qu'ils ne l'étaient sous la Troisième République. À la fin du XXe siècle, pendant tout le XXe siècle, Serge l'a rappelé tout à l'heure, implicitement, la place des élèves handicapés, ça n'était pas à l'école, c'était dans des institutions spécialisées en France, et c'est constitué de cette façon-là, de façon tout à fait pseudo-naturelle, l'idée d'une trilogie de la spécialisation, des enfants spéciaux qu'on met dans des écoles spéciales avec des enseignants spéciaux, avec cette logique de protection. Et ça ne dérangeait personne. Les parents eux-mêmes, l'a rappelé Serge, ont été à l'origine de la création de beaucoup de ces institutions qui ont obtenu des espèces de délégations de services publics. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on a du mal à démonter, hein, parce que la logique de protection passait par des voies qui sont totalement opposées aux voies de l'inclusion, puisqu'il fallait construire des établissements à l'écart du bruit. La ville de Paris, par exemple, avait des établissements, jusqu'à il y a encore une période récente, qui étaient dans des départements du Massif central, par exemple, hein, en Corrèze, etc., où on envoyait les enfants, les petits handicapés parisiens, pour qu'ils ne soient pas dans le bruit de la ville, et qu'on leur fabrique un petit monde protecteur dans un endroit paisible, etc. Aujourd'hui, les familles, en quelques décennies, ont basculé dans un tout autre type de demande sociale, ce qui crée d'ailleurs parfois des problèmes entre associations, puisque les associations qui sont maintenant les associations de gestionnaires de ces institutions, qui ont la responsabilité des emplois, de l'immobilier, etc., essayent de protéger, de faire survivre ce système, alors que d'autres familles, qui sont sûrement celles dans lesquelles vous vous reconnaissez le plus, sont plutôt dans la revendication d'une participation pleine et entière à l'école de tous. Donc de 1909 à 2017, s'est organisée une formation pour les enseignants spécialisés, et notamment dans l'institution que je dirige, qui a changé de nom à plusieurs reprises, etc. Les enseignants spécialisés, à partir de 2017, une réforme qui essaye de tirer les conclusions de ce virage inclusif, dire les enseignants spécialisés, on a besoin de leurs compétences, mais on n'a plus besoin d'eux pour qu'ils les exercent dans des écoles qui sont des écoles à part, qui reproduisent dans un contexte adapté ce qui se passe à l'école de tous. Donc, l'idée, c'était d'en faire des personnes ressources pour aider les établissements scolaires à devenir inclusifs, parce que Serge a insisté là-dessus, et là, cette fois-ci, je suis entièrement d'accord avec lui, hein, c'est les établissements qui doivent devenir inclusifs, ce n'est pas seulement les pratiques individuelles des enseignants. Hein, ce qui, du coup, fait le lien avec ce qui sera ma conclusion, c'est que la formation est très importante, mais la formation ne peut pas tout. Donc, un nouveau diplôme qui s'appelle le CAPEI. On a participé tous les deux à des travaux au ministère pour que cette réforme aille dans ce qui nous semblait être le bon sens. Certificat d'aptitude aux pratiques de l'éducation inclusive. Hein, et la nouvelle mission générique de tous les enseignants qui se spécialisent ensuite dans les troubles visuels, dans les troubles autistiques ou dans d'autres catégories correspondant à des types de difficultés particuliers, c'est un tronc commun de 150 heures qui en fait des personnes ressources pour l'école inclusive. Ensuite, cette formation prend aussi acte du fait que le lieu de l'institution où vont exercer ces nouveaux enseignants spécialisés n'est plus seulement la classe spécialisée, mais des dispositifs, je ne sais pas si ça marche le petit... Non.
Ah, voilà. Donc, c'est des dispositifs comme les Ulysse, c'est des unités d'enseignement, c'est encore des établissements ou des services spécialisés. Dans les CESAD, on a un certain nombre d'enseignants qui viennent de façon discontinue dans les établissements scolaires. Les RASED, les SECPA, le milieu carcéral, enfin, tout ça, ce sont des lieux ou des formes d'intervention de ces nouveaux enseignants spécialisés, personnes ressources. J'insiste un petit peu sur l'enseignant référent, qui est un personnage clé dans le paysage qui est en train de se développer, hein, et que de très nombreux rapports récents des inspections générales ou un rapport parlementaire, le rapport qui propose des simplifications, le rapport du député Taquet, qui propose des simplifications sur la vie des personnes handicapées dans toutes leurs difficultés administratives, etc., propose d'augmenter le nombre d'enseignants référents parce que c'est reconnaître que effectivement, il a un rôle particulier de personnes ressources plus important encore que les autres, en dehors et pas simplement assigné à l'un des dispositifs évoqués ici. Alors, une personne ressource, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des compétences, d'abord. Il ne s'agit pas que la personne ressource soit quelqu'un qui est une sorte de pouvoir de dire aux autres ce qu'ils peuvent faire, sans que ce pouvoir s'inscrive dans la légitimité d'une compétence qui fait que cette compétence, parce qu'elle est reconnue par tous ses interlocuteurs, va fonder sa capacité à trancher, à conseiller, à donner un certain nombre d'orientations. Donc, un professionnel dont les compétences sont assez reconnues par l'ensemble des parties, pour lui conférer une légitimité suffisante, à intervenir de façon dynamique, c'est-à-dire pas à dire ce qu'il faut faire, mais à s'inscrire dans des logiques de dialogue, voire dans des conflits. Il y a souvent des divergences entre la famille, l'école, le service de soins, etc. Tout le monde a son avis, son idée sur ce qu'il faudrait faire. Donc, la personne ressource, elle n'a pas vocation à prendre le pouvoir, mais à faciliter la recherche de compromis entre ces différents acteurs et en tout cas à faciliter le dialogue, parce que c'est quelqu'un qui est reconnu à cause de sa formation, donc on voit que sa formation est un enjeu important, et c'est quelque chose qui est très vrai et paraît très évident pour l'enseignant référent, mais qui va valoir aussi pour un grand nombre d'autres enseignants spécialisés qui jouent tous, plus ou moins, un rôle de personne ressource. L'enseignant qui est chargé d'une Ulysse dans un collège, par exemple, il va être une personne ressource pour l'établissement. Le directeur de SECPA, les SECPA, les statistiques de l'éducation nationale le montrent, sont des lieux qui sont favorables à l'intégration, à l'inclusion d'élèves handicapés dans le collège. Donc le directeur de SECPA, c'est aussi un enseignant spécialisé à la base, va jouer un rôle de personne ressource pour l'établissement. Donc il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui est personne ressource. Et la difficulté, c'est que dans cette constellation de personnes qui sont tous spécialistes de quelque chose, etc., il y a beaucoup d'émotions. Parce qu'un enfant handicapé, c'est un enfant qui est souvent un peu surprotégé par sa famille est inquiète, elle a très envie qu'il aille à l'école avec les autres, mais elle va donner beaucoup de recommandations aux enseignants. Traitez-le comme les autres, mais faites quand même très attention à lui, etc. Donc, c'est ce qui est tout à fait compréhensible. Les enseignants sont parfois un petit peu aussi désemparés parce que le comportement de l'enfant les surprend, ils ne réagissent pas exactement comme les autres, ils ne savent pas forcément comment s'y prendre, etc. Donc il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Et donc ces complexes de relations au sein desquels la personne ressource va avoir un rôle modérateur, conciliateur à jouer, sont parfois très passionnés. Il y a des enseignants, par exemple, qui ont peur des parents d'enfants handicapés parce qu'ils disent ceux-là, ils sont encore plus casse-pieds que les autres. Ils ont des demandes extravagantes, mais c'est ceux qui attendent le plus de l'école parce qu'ils attendent vraiment quelque chose de l'école. Mais en même temps, leur demande est parfois un petit peu ambivalente. Donc, la personne ressource, c'est un peu tout ça. C'est un chef d'orchestre, c'est un super-héros, c'est un pompier qu'on va appeler quand il y a le feu, quand il y a des conflits, quand il y a des incidents. C'est un casque bleu qui, de temps en temps, va essayer de jouer les pacificateurs dans des moments conflictuels, et il y en a. Et puis, c'est aussi un couteau suisse. C'est celui sur qui on va compter pour résoudre tous les problèmes que chacun des autres protagonistes ne parvient pas à résoudre. Donc, il y a aussi une sorte de recours magique à la polyvalence de la personne ressource et
lorsque nous formons, par exemple, les enseignants référents à l'INSHEA, une des choses que nous commençons par travailler avec eux dans une analyse des pratiques, c'est bien faire comprendre ce qu'ils peuvent faire et ne pas entretenir l'idée qu'ils peuvent absolument résoudre tous les problèmes. Ils ne sont pas les seuls, il y a beaucoup de monde qui peut, à un moment ou à un autre, être amené à jouer un rôle de personne ressource. Il y a l'enseignant référent, il y a le conseiller pédagogique, il y a des éducateurs référents, des services de soins, etc. Donc il y a beaucoup de monde, je passe. Ça suppose qu'il ait une formation bien particulière, qu'il soit indépendant aussi, et ça c'est le gage de la réussite de sa mission. Si on a l'impression qu'il est trop du côté de l'école, quand il y a un conflit entre la famille et l'école, il n'aura pas la confiance des familles, et inversement. Il faut qu'il ait la liberté de s'entretenir avec l'ensemble des parties prenantes, et il faut qu'il ait une charge de travail raisonnable, et c'est ce qui est en jeu dans l'augmentation du nombre des enseignants référents. Actuellement, il y a des enseignants référents dans certains départements en France qui ont plus de 300 dossiers à suivre. On imagine bien que la minutie du travail d'accompagnement de ces projets de scolarisation ne peut pas se réaliser à ce niveau-là. Et enfin, il faut que ces missions soient clairement identifiées et connues, et ça, c'est lui qui doit les expliquer, les présenter à l'ensemble de ses partenaires. Il y a peu de textes actuellement qui définissent les missions de l'enseignant référent, et nous demandons qu'un référentiel de compétences précis soit formalisé. Il faut former aussi tous les enseignants. Et là, je fais allusion à un document que vous pourrez vous procurer sur le site de l'Agence européenne, qui a été réalisé par la collaboration d'une douzaine de pays, dont la France. Donc, un enseignant inclusif, ce n'est pas un enseignant spécialisé, c'est un enseignant lambda qui travaille dans une école, dans un collège ou dans un lycée, et qui va développer 4 types de compétences. Ce n'est pas extraordinaire. La première, c'est la valorisation de la diversité des apprenants. La diversité n'est pas un obstacle au bon déroulement de la classe, mais au contraire peut devenir quelque chose avec quoi on va enrichir la vie pédagogique de la classe. C'est très facile à dire, c'est un peu plus compliqué à faire, bien sûr, et ça s'apprend. Deuxièmement, il va accompagner tous les apprenants, et ça prend en compte, par exemple, l'élève qui, au collège, est un peu en retrait parce qu'on dit, celui-là, il devait aller en SECPA, mais la famille a refusé cette orientation, donc, bon, on veut bien le prendre ici, mais finalement, on est un peu déchargé des obligations qu'on a avec les autres élèves à son égard. Non, la responsabilité de l'enseignant inclusif, c'est de considérer que tous les élèves qui sont là, dans sa classe, au moment où ils y sont, relèvent de sa responsabilité, donc de l'obligation de leur faire faire un certain nombre de progrès. Donc voilà, bon, je passe. C'est quelqu'un qui va être capable de travailler avec les autres, qui ne va pas travailler. Alors ça, c'est une logique, une tradition très française. L'enseignant est seul maître à bord dans sa classe. Il a une visite de l'inspecteur une fois tous les X années, mais autrement, il est tout seul, il a la liberté pédagogique, etc. Eh bien, on l'a dit déjà à plusieurs reprises, pour que l'école devienne inclusive, l'enseignant ne peut pas réussir tout seul dans sa classe. Il faut qu'il se concerte avec les enseignants qui ont connu les élèves l'année précédente, avec ceux qui les auront l'année d'après, avec des enseignants spécialisés, avec des non-enseignants qui interviennent au titre du service de soins, etc., et avec la famille. Je passe. Et c'est quelqu'un qui va considérer qu'il a besoin de mettre à jour ses connaissances et de poursuivre sa formation pendant toute sa vie professionnelle, parce que l'éducation est un art qui évolue grâce aux recherches à la fois sur l'éducation et aussi sur les causes des difficultés qui progressent, qui appartiennent à la même génération que moi, savent qu'aujourd'hui, on a des connaissances sur le développement de l'enfant qu'on n'avait pas il y a 40 ans, et que ce serait coupable que les enseignants n'en tiennent pas compte. Et je vais terminer.
Donc ça, c'est un petit livret très, très simple, très facile à lire, qui fait quelques pages que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de l'Agence européenne et qui est traduit dans toutes les langues et qui donne, c'est pas quelque chose de très difficile, mais qui donne, qui développe ces 4 points qui peuvent permettre aux enseignants de devenir inclusifs et qui devraient inspirer les SP dans la formation initiale qu'ils donnent aux enseignants, aux professeurs des écoles, aux professeurs des lycées et collèges. Voilà. Alors, les autres professionnels, il y a beaucoup de monde qui peut jouer un rôle très important. Les CPE en particulier, je vais juste en citer quelques-uns. Les CPE dans les établissements secondaires jouent un rôle déterminant parce les travaux d'un sociologue qui s'appelle Serge Ebersol, que Serge Tomazet connaît bien aussi, montrent que la plus grande difficulté, c'est d'être socialisé comme élève au même titre que les autres dans l'établissement scolaire. Donc le CPE, l'équipe vie scolaire en général, ont une responsabilité déterminante dans ce domaine-là. Bien entendu, les psychologues, les médecins, et puis dans les dispositifs partenaires de l'école aussi. Quelle information pour les autres élèves? Là aussi, c'est très important. On ne sait jamais si... on a toujours peur d'en faire trop ou pas assez. Donc là, c'est important de bien réfléchir à la façon dont on va parler aux autres élèves des difficultés d'un élève, entre un excès de banalisation, on dirait il est comme les autres, ne t'occupe pas, etc., sauf que les enfants, ils voient bien qu'il n'est pas comme les autres, ou un excès de dramatisation, il est très malade, etc. Bon, c'est entre les deux qu'il faut trouver une façon éducative de présenter cette situation au groupe classe dans lequel il doit trouver sa place. Donc, c'est de considérer qu'il est là parce qu'il a le droit d'être là. Ça aussi, c'est très important. Et ça vaut aussi pour les familles, pour les parents d'élèves. Ne pas diffuser d'informations médicales, puisque la loi l'interdit. Et on n'est pas obligé de donner des noms de maladies pour décrire la situation d'un enfant. Et surtout, associer l'élève lui-même à la façon dont il souhaite que les autres aient des informations sur sa situation. Je termine avec ça. Et encourager, comme ça a été dit aussi, des choses qui relèvent de la solidarité au sein de la classe, mais en veillant quand même à ne pas faire reposer sur d'autres élèves la responsabilité de l'accomplissement des tâches scolaires de cet élève-là. Donc ça, c'est très important aussi, parce que du coup, ça peut entraîner paradoxalement des situations de rejet, parce que si ça me distrait de mon propre travail d'avoir à aider mon camarade handicapé, eh bien, je ne vais pas être volontaire pour le faire. Dernier point, les personnels d'accompagnement. On a dit qu'ils étaient peu formés, peu reconnus et très mal payés. C'est vrai, il y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits pour ça, mais ça reste encore très insuffisant, d'autant plus qu'ils sont victimes de leur succès, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus, et qu'on est en train de se rendre compte que trop d'accompagnement du côté de la compensation individuelle nuit à l'intégration sociale, cette fois-ci je dis intégration volontairement, que l'AESH n'est pas préparé à travailler avec les enseignants, et les enseignants ne sont pas préparés à travailler avec lui, et que du coup, eh bien, et c'est en train d'être expérimenté dans plusieurs académies en France, l'idée de basculer plutôt le système de l'accompagnement individuel vers un dispositif d'accompagnement mutualisé, d'expérimenter donc ce qu'on appelle désormais des pôles inclusifs d'accompagnement localisé, mais sans renoncer à attribuer des aides individuelles à ceux qui en ont besoin, et c'est là que, évidemment, le problème se pose, l'amélioration du statut, la rémunération et de la qualification. Et il y a un rapport des inspections générales récent là, qui fait un état des lieux très, très précis et des recommandations sur ce sujet. Faut-il former les familles, puisque ce sont des partenaires? Ma réponse, elle est là aussi, il faut les écouter, parce qu'elles ont des choses à dire aux enseignants, elles ont une connaissance de leur enfant qui peut être précieuse aux enseignants, aux acteurs de l'école, aux autres acteurs professionnels de la prise en charge. Il faut leur expliquer ce que c'est que l'école, que ce n'est pas la famille, et que le droit à l'école passe par le fait que, comme disait le philosophe Alain, l'école est faite pour débarrasser les enfants de leur famille, et donc à apprendre à vivre en société sans la tutelle de leurs parents.
définir des règles de communication. Il faut qu'il y ait un cadre pour qu'on puisse avoir des relations professionnelles entre enseignants et familles. Et d'ailleurs, ça, on pourrait le dire de tous les parents d'élèves. Et ça pourrait aussi faire partie du référentiel de formation initiale de tous les enseignants. Et prévenir les effets d'une trop bonne entente entre professionnels qui peut donner l'impression que parfois les professionnels de l'école, les professionnels du soin se liguent contre la famille pour lui faire accepter des décisions qu'elle n'a pas envie d'accepter, etc. Donc garder une forme de neutralité, une forme de respect de ce qui est constitutif du droit à l'éducation, c'est-à-dire le droit de la famille de faire les choix d'éducation qui concernent son enfant. Tout ça s'apprend. Et les parents ne sont pas des professionnels, donc ce n'est pas le même type d'obligation réciproque qu'on a avec eux qu'avec les autres professionnels. Je termine, bon ça, c'est des principes éthiques. Ma conclusion, c'est que, en termes de formation, si on veut que les gens travaillent ensemble, il faut qu'ils apprennent ensemble à travailler ensemble, et ça, on en est au balbutiement. On a participé à des expériences pionnières, Serge et moi, pour essayer de former ensemble des gens de l'éducation nationale, des gens du secteur médico-social, des collectivités territoriales. Ça n'est pas facile, déjà pour qu'ils viennent tous le même jour, au même endroit, à la même heure. Mais la formation ne suffit pas. Ce n'est pas la transformation simplement des pratiques individuelles des acteurs qui permettra, comme je le disais tout à l'heure, de réaliser l'objectif de l'éducation inclusive. Je fais une toute petite publicité pour un événement qui va avoir lieu chez nous, à l'INSHEA. C'est la deuxième fois qu'on fait ça, une université d'été avec des chercheurs, des enseignants, des acteurs professionnels d'autres secteurs, des associations de parents, des syndicats de professionnels, un débat ouvert sur l'école inclusive, pour qui, pourquoi. Et à cette occasion, nous remettrons pour la deuxième fois un prix de thèse à un jeune docteur qui a soutenu une thèse de doctorat sur un sujet ayant trait à l'éducation inclusive. Pardon d'avoir été un peu trop long. Merci en tout cas, José Puig. Merci beaucoup.